Bonjour à tous. Je vois que tout le monde est déjà présent avec beaucoup d'avance. Tant mieux, merci beaucoup. Monsieur le maire, merci de m'accueillir en ce jour si particulier pour cette conférence sur un thème qui me tient énormément à cœur et sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces dernières années. On va donc évoquer l'été 1944, puisqu'on est sur le 80e anniversaire à la fois du débarquement de Normandie et puis aussi, et c'est trop souvent oublié, et ça fait donc partie de mon travail de revenir sur ces questions, des grandes offensives soviétiques de l'été 1944 qui ont joué un rôle déterminant dans la libération de la partie orientale et centrale de l'Europe. Alors on va faire une petite présentation qui va durer à peu près 1 heure et ensuite pendant à peu près une demi-heure on fera un échange de questions-réponses. Donc le plan qu'on va suivre, c'est le suivant. Donc une présentation de l'intervenant, une introduction au sujet. On va revenir sur le déploiement des forces allemandes en 1944 parce que c'est une notion qui est très importante pour comprendre les enjeux. Ensuite, on reviendra sur la campagne de Normandie parce que là aussi, on connaît beaucoup le débarquement, mais on connaît très peu le déroulement de la campagne de Normandie, qui est un élément extrêmement important pour comprendre son succès ou son échec, ou son demi-échec. Ensuite, on passera donc aux offensives soviétiques. On fera une petite conclusion et je vous donnerai quelques indications de lecture, notamment de mes travaux, sur toutes ces questions. Alors, moi, je me présente, je suis Sylvain Ferreira, je suis historien. Je suis également journaliste, je suis consultant pour la télévision. J'ai notamment participé, pour ceux qui suivent les programmes d'RMC Découverte, aux émissions de Champ de bataille avec Serge Tinière. Et puis on a eu aussi l'occasion, toujours avec Serge Tinière, de faire une série très intéressante sur l'histoire des tanks, qui est toujours en cours de rediffusion sur la chaîne Toute l'Histoire. Et on travaille également avec Serge sur une série qui s'appelle Navires de légende, et qui est diffusée sur Planète Plus. Donc, dans les deux cas, c'est des chaînes payantes. Pour ce qui est de Navires de légende, la saison 2 on est en train de la terminer. Elle sera diffusée à la fin de l'année, au moment, je pense, des commémorations du 11 novembre. Alors, pourquoi traiter de ce sujet de l'été 1944 ? La première notion, c'est la problématique de l'évolution de la mémoire collective. Vos parents, vos grands-parents, en 1946-47, quand on leur demandait qui a vaincu la Wehrmacht et qui a gagné la Seconde Guerre mondiale, unanimement, pour presque 80% d'entre eux, la réponse était l'armée rouge, l'Union soviétique. Aujourd'hui, on a refait le même sondage il y a un peu moins de 10 ans, la réponse c'est les États-Unis d'Amérique. Alors, bien évidemment, vous vous doutez bien qu'il y a un gros problème d'enjeu mémoriel entre les deux réponses à 80 ans quasiment d'intervalle. Et puis ensuite, il y a un autre problème, c'est l'évolution de la recherche sur les doctrines militaires, qui est moi mon centre d'intérêt majeur. Moi, je suis spécialiste de l'évolution de l'art de la guerre entre, on va dire, la guerre de Crimée en 1850 et la fin de la Seconde Guerre mondiale. La doctrine militaire, si je prends une comparaison avec la cuisine, c'est les recettes qu'on utilise pour faire un plat. Vous ne pouvez pas étudier l'art de la guerre en vous contentant, comme c'est trop souvent le cas, d'étudier les ingrédients, c'est-à-dire les matériels, ou d'étudier les chefs. Il faut savoir comment le chef utilise ces ingrédients pour les transformer en plat. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que pendant des décennies, et malheureusement encore trop souvent aujourd'hui, on étudie les chefs militaires, on étudie les matériels militaires, on n'étudie quasiment pas les doctrines militaires. Et pourtant, c'est elles qui sont responsables des échecs ou des succès. En plus de ça, en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, on nous a survendu pendant presque 80 ans le fait qu'il n'y avait eu qu'une seule doctrine militaire puissante pendant la Seconde Guerre mondiale, ce serait la doctrine militaire allemande, le Blitzkrieg. Alors moi déjà, je ne comprends pas très bien, si une doctrine militaire est puissante, comme on nous le dit pour le Blitzkrieg, pourquoi l'Allemagne a-t-elle perdu la guerre? Quand on a la meilleure recette, les meilleurs chefs et les meilleurs matériels, normalement on ne perd pas.
Normalement, on sort un plat qui est le meilleur. Or, on se rend compte depuis la fin des années 70 que la véritable percée doctrinale qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a eu lieu en Union soviétique. Et donc, c'est pour ça qu'il faut réétudier aujourd'hui, notamment l'été 1944, pour mieux comprendre ce qui s'y est passé sur le plan des doctrines militaires, entre autres. Alors, pour comprendre aussi le rapport de force sur le terrain au moment où va se dérouler à la fois le débarquement et puis donc les grandes offensives soviétiques, il faut se plonger sur comment la Wehrmacht voit sa situation à la fin même 1943, puisqu'Adolf Hitler décide dans un ordre qui date de novembre 1943 de faire du front occidental sa priorité. On a eu pendant presque 3 ans la Wehrmacht qui s'est concentrée uniquement sur l'Union soviétique, pour y mener non pas une guerre traditionnelle, mais pour y mener une guerre de destruction des peuples de l'Union soviétique. Je vous rappelle que c'est le but qui a été inscrit dans Mein Kampf très clairement. Il faut anéantir les peuples soviétiques, à la fois parce qu'ils sont bolcheviques et à la fois parce que ce sont des sous-hommes slaves. Et qui plus est, pour une partie d'entre eux, ce sont des juifs. Donc l'objectif de la Wehrmacht depuis 1941, ce n'est pas de mener une guerre traditionnelle pour conquérir un espace vital. Il est d'abord et avant tout question de détruire les peuples qui occupent cet espace. Ce qui n'a rien à voir avec la façon dont la Wehrmacht avait pour objectif de s'attaquer à la France ou même aux pays des Balkans en 1941. Donc on a fin 1943, Hitler qui décide de faire un changement de focale. Pour lui, c'est à l'ouest que tout va se jouer, parce qu'il a bien compris que les Anglo-Américains sont en train de préparer un débarquement. Les Allemands ne sont pas idiots, même s'ils ont des services de renseignement qui sont très faibles sur ces questions. Ils ne savent pas où ça va avoir lieu, ils se doutent que ce sera probablement en France, mais pour lui, il faut à tout prix arrêter ce débarquement pour ensuite se retourner contre l'Union soviétique et enfin parvenir à la vaincre. Parce que Hitler est également convaincu que l'alliance entre les anglo-saxons capitalistes, libéraux et l'Union soviétique de Staline est une alliance contre nature. Donc il est toujours convaincu à la fin de l'année 1943 qu'il réussira à un moment ou à un autre à les séparer les uns des autres et à disloquer cette alliance. Parce qu'il raisonne selon des schémas qui sont hérités de la pensée prussienne du XVIIIe siècle et qui sont hérités de la façon dont Frédéric II a réussi à vaincre la double alliance de l'Autriche en Hongrie, enfin de l'Autriche à l'époque, de la Russie pendant la guerre de 7 ans, et il pense pouvoir recommencer. Bon, bref, c'est des considérations qui sont assez fantaisistes. Alors, malgré tout, le déploiement des forces allemandes à l'ouest, alors à l'ouest, on compte principalement la France et le Benelux, c'est environ 58 divisions qui sont déployées et majoritairement sur le territoire français pour faire face à cette invasion. Et parmi ces divisions, on a regroupé environ 2000 blindés. Alors on appelle blindés les panzers, les chars, mais aussi les canons d'assaut, ce qui représente une force relativement importante par rapport aux moyens dont dispose l'armée allemande par rapport à ce que son industrie est capable de faire, avec un soutien d'environ 1000 avions, ce qui est très faible parce que ces avions doivent d'abord et avant tout lutter contre les opérations quotidiennes, jour et nuit, de bombardement qui sont opérés par les Anglo-Américains sur le territoire, à la fois bien sûr de l'Allemagne, mais aussi, vous le savez, de la France, et puis du Benelux, où se trouvent des industries d'armement, des voies ferrées, des gares de triage qu'il faut à tout prix neutraliser. Et le bombardement aérien est une des méthodes, une des fausses bonnes méthodes, bien sûr, de l'époque, pour essayer d'y parvenir, puisqu'on a un taux de destruction qui est pour les cibles militaires qui est beaucoup trop faible par rapport aux destructions qu'on appelle aujourd'hui les dommages collatéraux sur les civils. En Italie, on oublie trop souvent le front italien, les Allemands ont déployé encore 26 divisions. Ce nombre est assez élevé pour une bonne et simple raison, c'est que depuis 1943, depuis le mois de septembre 1943, Benito Mussolini a été déposé par le Grand Conseil fasciste et l'Italie a changé de camp.
officiellement, le gouvernement italien est allié des États-Unis et de la Grande-Bretagne, et une partie des forces italiennes se battent aux côtés des Alliés. Il reste des forces italiennes fascistes aux côtés des Allemands. Et donc, Hitler a toujours considéré qu'il fallait maintenir ce front qui est très facile à tenir en fonction de sa géographie, mais 26 divisions ne sont pas de trop. Et au même moment, donc vous voyez, même si l'objectif c'est de tenir à l'ouest en priorité, au même moment, la Wehrmacht déploie toujours 163 divisions face à l'armée rouge, dont une partie, je crois que c'est 6 d'entre elles, sont toujours déployées en Finlande, pour tenir le front finlandais, puisque la Finlande participe à la guerre d'anéantissement de l'Union soviétique depuis 1941. Et pour soutenir donc ces unités, là par contre, on voit qu'on a une proportion de blindés qui est moins importante, puisque là on est en véritable situation défensive et qu'on ne vise pas à rejeter un débarquement à la mer, avec seulement 1500 chars, donc pour couvrir un front qui est beaucoup plus long, et seulement 2000 avions pour couvrir là encore un front qui est beaucoup plus long. Et donc pour la première fois, en termes de moyens blindés, on va avoir cette inversion du rapport de force entre le front oriental et le front occidental. Alors en ce qui concerne la campagne de Normandie, donc la campagne de Normandie commence le 7 juin au matin. On ne parle pas du débarquement, la campagne de Normandie commence le 7 juin, elle se termine en fonction des appréciations des historiens le 20 ou le 21 août, et donc c'est ça qui nous intéresse. Quels étaient ces objectifs? Les moyens dont disposaient les deux camps, son déroulement et le bilan qu'on peut en tirer. Alors je vous ai remis un petit plan pour que vous ayez une vision des déploiements des unités. Alors je ne rentrerai pas dans toute la polémique, est-ce que les Allemands devaient positionner leurs unités Panzer plus près, moins près de la côte. Le grand problème de la gestion des Panzers à l'ouest, c'est d'avoir un commandement bicéphale, c'est-à-dire une partie qui est sous la responsabilité d'Erwin Rommel et une autre partie qui est sous la responsabilité de von Rundstedt, et que les deux hommes ne peuvent pas s'entendre, ils n'ont aucun rapport en commun. Von Rundstedt appartient à cette vieille aristocratie militaire prussienne. Rommel est un arriviste de première qui a gravi tous les échelons grâce à sa proximité personnelle avec Adolf Hitler. Ce qui en fait, selon la terminologie des historiens, un nazi sans carte. C'est-à-dire qu'il n'a jamais eu sa carte au parti nazi, mais il a eu un comportement tout au long de sa carrière, y compris à ce moment-là de la guerre, qui le rapproche des thèses nationales-socialistes. C'est certainement pas l'homme que l'historiographie britannique a voulu nous dépeindre pendant 30 ans, qui a mené une guerre sans haine ou ce genre de choses. On est très loin de ce constat. Alors, les objectifs alliés, ils ont été d'abord définis sur un plan politique au cours de la conférence de Téhéran. C'est d'ouvrir un second front. Parce que Staline commence un peu à s'impatienter de voir que depuis le 22 juin 1941, à l'exception du front nord-africain, l'armée rouge se bat contre 95% de la Wehrmacht seule. Donc pour lui, ça commence à faire très long. L'armée rouge a perdu beaucoup de monde. Elle a aussi infligé des pertes très importantes à l'armée allemande. On estime qu'il y a déjà, au début de l'année 1944, 1,7 million de soldats allemands qui ont été tués sur le front de l'Est, ce qui est considérable. Ensuite, pour parvenir à l'ouverture de ce second front, qui est donc l'objectif politique, eh bien, on veut créer une tête de pont. Et on ne veut faire que ça. Il n'y a pas d'objectif, on va dire, plus important d'un point de vue militaire et territorial. C'est de consolider ensuite cette tête de pont pendant au moins 3 mois avant d'envisager, c'est-à-dire qu'on laisse passer tout l'été 1944 en gros, avant d'envisager d'avancer plus loin en territoire français. Avec cette idée que pour y parvenir, on utilisera donc l'autre grande opération de débarquement qui est très souvent oubliée à la fois de l'historiographie mais aussi en ce qui concerne la mémoire collective. Alors là, ça fait quelques années que les différents gouvernements s'y remettent un petit peu, c'est que le 15 août 1944, il y a eu un autre débarquement en Provence
et que sa particularité, c'est qu'à partir du 16 août, le gros de la première armée française commandée par Delattre de Tassigny a participé à ce débarquement et est parvenu assez rapidement à réduire les défenses allemandes en Provence et à pénétrer et à s'enfoncer rapidement dans le corridor rhodanien pour remonter vers le nord. Et donc cette opération, on va le voir, va jouer un rôle crucial dans le succès de la campagne de Normandie et on l'oublie trop souvent. Alors, en ce qui concerne, donc les doctrines anglo-américaines, parce que là, c'est très important pour comprendre, hein, je le disais tout à l'heure, la campagne de Normandie va donc durer quasiment 2 mois et demi, enfin même un peu plus de 2 mois et demi, soit presque les 3 mois prévus par le plan. Et on peut s'étonner, puisqu'après on va voir les moyens dont disposaient les deux camps sur ce théâtre d'opération, on peut s'étonner de la lenteur des progrès alliés. Or, cette lenteur, on nous a longtemps dit, parce qu'on aime ça hein, dans l'historiographie ancienne, oui, alors les chefs anglais ne s'entendaient pas avec, enfin les Britanniques ne s'entendaient pas avec les Américains. On nous a parlé de la mésentente, notamment entre Montgomery, le patron de l'armée britannique, avec le général Patton, ou même avec le général américain Bradley. Tout ça est vrai. On ne peut pas dire que c'était les meilleurs amis du monde, mais ça n'a eu qu'une incidence très, très relative sur le déroulement des combats. Parce qu'au départ, le problème, il vient, comme je le disais tout à l'heure, de la recette. Le problème, c'est que l'armée britannique, en 1944, donc après 4 ans de guerre, où les forces blindées mécanisées ont joué un rôle déterminant, notamment sur le front de l'Est, eh bien, la méthode britannique, c'est toujours celle de 1918. Il s'appelle la Set Piece Battle, qui est l'héritière ou le pendant, on peut le voir dans les deux sens, de ce que Foch appelait la bataille dirigée. Et donc, on est sur une succession d'opérations qui ont pour but de repousser le front, comme en 1918, à partir du mois de juillet 1918, hein, quand on a déclenché la reconquête du territoire français après les dernières offensives allemandes. On a fait des poussées de quelques kilomètres, les unes après les autres. Alors, c'est cette succession qui a fini par aboutir à la victoire des armées alliées, mais il n'y a pas eu percée du front, à l'inverse de ce que savaient déjà faire les Allemands en 1918. On n'a pas été capable de faire une brèche, de s'y engouffrer et d'aller loin dans la profondeur pour détruire les systèmes névralgiques d'une armée. Parce que ce qui est important dans une armée, c'est ces systèmes de commandement et de contrôle et de communication. C'est pas les forces de première ligne. Vous pouvez être un athlète de très haut niveau, avoir un corps parfait. Si quelqu'un vous détruit la moelle épinière au niveau de la nuque, vous ne valez plus rien. Eh bien, l'objectif d'une opération militaire en profondeur, c'est ça, c'est d'ouvrir une brèche dans le dispositif à un point donné et d'aller attaquer votre système nerveux central pour le détruire, ce qui fait qu'ensuite les troupes sur le terrain n'ont plus de coordination entre elles, n'ont plus de commandement et sont incapables de poursuivre le combat. Donc les Britanniques ne possèdent pas une méthode de ce genre en 1944. Pour 2 raisons. La première, c'est que pendant toute l'entre-deux-guerres, malgré une fulgurance intellectuelle d'un de leurs officiers qui a participé à la Première Guerre mondiale, eh bien, ils ont été incapables de mener, on va dire, une absorption et une mise en route des réformes nécessaires au sein de l'armée britannique. Et donc, en 1944, on continue de combattre de la même manière qu'en 1918. Alors les Américains, eux, ils sont à peu près piégés de la même manière, sauf qu'ils ont encore un autre problème qui d'ailleurs n'est toujours pas résolu en 2024, c'est que l'armée américaine ne croit qu'en une seule chose, la puissance de feu. Nous avons la première industrie du monde, nous sommes capables de produire des canons et des obus d'artillerie dans des considérations et des proportions qui échappent à tout Européen. Et donc, nous pouvons, par la puissance de feu, nous contenter d'écraser l'adversaire pour ensuite avancer. Et pareil, on a un problème de formation des officiers qui, globalement, s'appuie sur cette notion. Dans les livres de doctrine qu'on leur a donné, la manœuvre est quelque chose qui est
présenté comme étant secondaire, et toujours en 1944, hein, pas en 1941 quand les États-Unis rentrent en guerre. En 1944, vous lisez les livres de doctrine américains qui sont fournis aux officiers au cours de leur formation, on leur dit les feux, et éventuellement, si ça vous permet ensuite de manœuvrer, faites-le. Alors il y a un seul homme qui, sans qu'il devienne doctrinaire pour autant, est contre cette approche-là, c'est George Patton. Mais c'est de manière intuitive. C'est pas parce qu'on lui a appris dans une académie militaire. Donc on est face à des gens qui disposent effectivement d'une grande quantité d'hommes, de matériel, mais qui pour s'en servir ont des méthodes qui sont d'un autre âge. Donc là, je vous donne un peu le rapport de force. Hein. Après un bon mois et demi, les Anglo-Américains, quelques Français, Polonais, donc, représentent environ quasiment 1,5 million d'hommes en Normandie. À la fin de la campagne, il y en aura jusqu'à 2 millions. On a un nombre de chars et de chasseurs de chars qui est absolument colossal. Hein. C'est 4 fois le nombre, un peu plus que 4 fois le nombre de panzers qui sont alignés en face. Et les Allemands vont avoir donc, au départ presque 400 000 hommes, puis un peu plus d'1,5 million d'hommes qui seront déployés sur ce théâtre d'opération. Et donc c'est une bataille d'attrition qui va avoir lieu en Normandie, donc qui va se dérouler lentement pendant presque 2 mois et demi, avec bien sûr cette particularité, c'est que les avions alliés dominent le ciel avec un rapport de force qui est supérieur à 10 contre 1, ce qui fait que l'aviation alliée dicte sa loi, non pas aux unités Panzer en attaquant les chars, hein, parce que ça aussi, ça fait partie des grandes légendes de l'historiographie. Il y a très peu de chars allemands, finalement, qui sont détruits directement par l'aviation. Par contre, ce que détruisent à satiété les aviateurs alliés, ce sont tous les camions de la logistique des Panzerdivision. C'est-à-dire qu'à la fin du mois de juillet, début août 1944, les Panzerdivision n'ont quasiment plus de moyens d'assurer une logistique au-delà du tiers de leurs besoins, parce qu'ils n'ont tout simplement plus les moyens de transport pour les acheminer en première ligne. C'est là la victoire de l'aviation alliée sur les blindés allemands. C'est pas la destruction des blindés eux-mêmes. On le verra même encore après pendant la bataille des Ardennes. Hein. Selon les calculs faits par les observateurs britanniques et américains à la fin de la bataille des Ardennes, les chars allemands perdus face aux avions alliés, c'est 7 chars sur des centaines engagés, plus de 700 chars. Donc vous voyez, c'est surtout la logistique qui est visée, parce que, encore une fois, vous pouvez avoir un très beau char. Les chars allemands sont globalement supérieurs aux chars américains, un peu moins par rapport aux chars soviétiques, mais si vous n'avez plus de quoi mettre de l'essence dedans, si vous n'avez plus de quoi mettre des munitions dedans, vous avez beau avoir une Porsche, si vous n'avez pas d'essence dedans, elle ne roule pas. Et bien là, c'est la même chose. Et donc les Alliés ont attaqué tout le circuit logistique avec leur aviation. Donc là, vous avez une petite carte du déroulement. Hein. On va avoir donc 4 grandes phases. Donc la première, c'est la sécurisation et l'agrandissement de la tête de pont qui vont durer quelques jours. Ensuite, donc la campagne du Cotentin pour s'emparer d'un port en eau profonde avec Cherbourg, qui va occuper l'armée américaine. En même temps, on a donc des échecs britanniques devant Caen, hein, c'est-à-dire que Caen devait être conquise au bout de 2 jours à peine maximum, et Montgomery va mettre plus d'1 mois pour la conquérir, parce que malgré son rapport de force colossal en sa faveur, alors ok, face à lui, il a les 2 pires divisions SS disponibles sur le front occidental, hein, la Leibstandarte Adolf Hitler et les Hitlerjugend, qui vont se battre avec un fanatisme redoublé, malgré leur opposition à des unités anglo-saxonnes. Les Canadiens s'en souviennent, ils ont été victimes de nombreuses exactions, notamment dans le secteur de Caen. Mais Montgomery, je pense notamment à l'opération Goodwood et Spring qui sont menées en juillet 1944, il a une supériorité en unités blindées qui lui aurait permis normalement de pouvoir encercler Caen par l'ouest, et il en était tout à fait incapable parce que la planification et les outils doctrinaux dont il dispose ne permettent pas de mettre à profit cette supériorité. Alors que les Allemands, eux, en défense, avec des moyens comme ceux dont ils disposent,
Alors là, eux, à ce moment-là de la guerre, ils sont absolument redoutables. Ils pratiquent ce qu'on appelle la défense élastique, c'est-à-dire qu'ils savent reculer, laisser pénétrer l'adversaire pour ensuite lancer des contre-attaques meurtrières. Et ça se passe, je dirais, comme à l'exercice pour eux. Malgré des pertes, hein, bien évidemment, mais là, on a leur véritable savoir-faire qui s'exprime. Ensuite, vous avez le 25 juillet, la première percée du front, l'opération Cobra, mais qui est une percée qui n'a pas pour visée d'aller pénétrer en profondeur en France pour aller, je ne sais pas, atteindre Paris, libérer des grands axes, etc. Pas du tout. L'objectif, c'est d'atteindre la Bretagne et ses ports. Parce que, bien évidemment, quand les Allemands vont perdre Cherbourg, le port, il est dévasté. Ils l'ont complètement dynamité, enfin, toutes les infrastructures, ils ont coulé des bateaux dans la rade, etc. Donc, malheureusement, les Anglo-Américains se retrouvent face à un port qui est complètement inutilisable. Il a été saboté dans les moindres détails. Donc, au bout d'un moment, pour la logistique, il faut à tout prix, parce que l'armée américaine et britannique étant complètement blindée, mécanisée et motorisée, il faut des quantités d'essence colossales, il faut d'autres ports, et donc la percée de Cobra, c'est pour atteindre les ports bretons, et notamment Saint-Malo et Brest. C'est pas du tout pour percer et s'engager très loin sur les arrières de l'armée allemande ou ce genre de choses. Pas du tout. Là où il y a un différentiel qui va se faire, c'est qu'on confie cette mission à Patton. Et que Patton, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va désobéir. C'est-à-dire qu'il va dire, voilà, moi j'ai une opportunité qui se fait jour là devant moi, et je ne vais pas la laisser passer. Alors oui, il va envoyer une partie de sa 3e armée conquérir les ports, mais il va en occuper une autre grande partie pour commencer à mener ce qui est l'opération offensive militaire la plus complexe à mener de toute l'histoire militaire, l'encerclement de l'armée allemande. Le problème, c'est que par rapport aux doctrines dont les deux camps, enfin les anglo-américains disposent, eh bien cet encerclement, ils ne savent pas le faire. Parce que pour encercler une armée, il faut l'avoir répété à l'exercice théorique, à l'exercice pratique. Et en 1944, il n'y a que 2 armées qui savent en encercler une autre. La Wehrmacht, elle l'a fait à satiété en 1941 dans des encerclements géants, notamment autour de Kiev pendant l'opération Barbarossa, et l'armée rouge, qui en a réalisé 2 notables. Le plus important, c'est celui de la 6e armée à Stalingrad en 1942, et puis celui qu'on connaît un peu moins, c'est celui qui a été réalisé au début de l'année 1944 en Ukraine, et donc dans le secteur de Tcherkassy, mais qui n'a pas été achevé. C'est-à-dire que les Allemands ont réussi pour partie à s'évacuer de cet encerclement. Et donc l'encerclement, c'est la poche de Falaise-Chambois, c'est-à-dire que les armées américaines vont déborder par le sud en allant jusqu'à atteindre Alençon, Le Mans. On va demander aux Britanniques de percer enfin au nord, et la capacité de mener ces percées, eh bien on en a parlé au départ, l'armée britannique est incapable de le faire. On va lancer pourtant des unités toutes neuves, hein. Je pense à la 1re division blindée polonaise qui revient sur le territoire européen pour se battre aux côtés des Alliés. Eh bien, avec les Canadiens, malgré leur matériel, leur courage, etc., la doctrine n'est pas faite pour mener ces opérations. Et donc les conséquences, c'est que l'encerclement est manqué. Alors oui, les Allemands vont perdre des quantités de matériel très importantes et que l'industrie allemande ne pourra pas remplacer. Le problème, c'est que les Allemands, malgré les ordres d'Hitler, vont quand même évacuer les personnels les plus qualifiés de cette poche avant qu'elle ne soit enfin fermée le 20 août 1944. Et ces hommes-là, l'armée britannique et l'armée américaine, et surtout les parachutistes britanniques, vont les retrouver un certain 17 septembre 1944 aux Pays-Bas, autour de la ville d'Arnhem, pendant l'opération Market-Garden. 2 notamment des divisions SS dont les personnels, alors leur matériel sont détruits, mais les personnels les plus qualifiés ont été évacués de la poche, contrairement aux ordres d'Hitler. Et donc, je précise bien, des unités SS. C'est là qu'on voit que l'appareil politique d'Hitler est en train de s'effondrer, c'est qu'au sein même de la SS, on a des gens qui commencent à lui désobéir sur le plan militaire parce qu'ils veulent sauvegarder leur outil. Donc, l'encerclement est inachevé, donc les pertes matérielles sont colossales, hein, il y a entre 1000 et 1500 blindés, ce qui représente soit la moitié, soit 75% de ce qui était disponible, et puis on a des pertes humaines qui sont colossales.
Alors le rapport de perte, c'est toujours, vous prenez ce chiffre-là, 1/3 de morts, 2/3 de blessés. Et les pertes alliées sont quand même, elles aussi, importantes, vous voyez, parce qu'en menant une bataille d'attrition, vous finissez par, vous aussi, vous user. Et donc, la poche de Falaise est un demi-échec ou un demi-succès, parce que les Allemands finissent par se retirer. Hitler, le 18-19 août, après des discussions interminables avec les commandants allemands sur place, eh bien, va laisser les unités qui peuvent encore le faire se retirer, parce que depuis le 15 août, il y a la menace dans le sud de la France, qui est là avec le débarquement de Provence, l'opération Dragon. Et là, c'est le sauve qui peut, c'est-à-dire que toutes les unités de la Wehrmacht, qui sont notamment dans l'Aquitaine, dans le centre de la France, là, il faut qu'elles rebroussent chemin le plus vite possible pour ne pas se retrouver prises dans un immense encerclement entre les forces qui viennent de Normandie et celles qui viennent de Provence. C'est d'ailleurs au cours de cette retraite, très souvent oubliée, que les Allemands appellent la Rückmarsch, que là encore se sont déroulées des exactions à l'égard des populations civiles et des différents mouvements de résistance. On a tous en tête la montée de la Das Reich du 7 juin 1944 jusqu'au début juillet 1944 vers la Normandie avec Oradour-sur-Glane, Tulle, etc. Mais le repli de la Wehrmacht à partir de la deuxième moitié du mois d'août vers la Seine, puis ensuite vers l'est de la France, a été lui aussi marqué d'épisodes sanglants à l'égard des populations civiles et des mouvements de maquisards. Donc on est sur une campagne qui se termine avec, oui, les Allemands reculent, la France est quasiment complètement libérée à la fin de cette phase-là, puisque les Allemands vont s'accrocher notamment à ce que eux considèrent comme étant territoire d'empire, donc la Moselle et l'Alsace, mais tout le reste va être assez rapidement libéré, y compris même jusqu'à nos régions ici. On voit les Américains arriver fin août, début septembre. Je ne sais pas si vous voyez le parcours qu'ils ont fait depuis, on va dire, le secteur Alençon, Le Mans, où ils sont vers le 19 août, et puis d'un seul coup, 11 jours plus tard, ils se retrouvent même à Bruxelles dans certains cas. Alors au même moment, puisqu'on est sur un plan stratégique d'ensemble qui a été décidé à Téhéran, les forces soviétiques vont mener quelque chose qui est absolument unique dans l'histoire, c'est-à-dire qu'ils vont mener 3 opérations majeures dans lesquelles on trouve des opérations secondaires, mais je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui là-dessus, qui visent à libérer ce qui reste à libérer du territoire de l'Union soviétique, c'est-à-dire une partie de l'Ukraine, notamment la partie occidentale, qui aujourd'hui est donc pour partie en territoire roumain, en partie en territoire hongrois, et puis encore en territoire ukrainien, la Moldavie et bien évidemment la Biélorussie. Et dans les objectifs de Staline, mais je vais rester sur les considérations diplomatiques de l'époque, la libération des États baltes, qui ne font pas partie de l'Union soviétique, il faut le rappeler. Et pour mener cette libération, l'armée rouge dispose, en 1944, d'une doctrine dont elle a hérité depuis le milieu des années 20, qui s'appelle l'art opératif. Aujourd'hui, enfin à l'époque, et encore aujourd'hui, quand vous parlez de la guerre, vous avez la stratégie, la tactique, qui sont considérés comme des arts, qui existent depuis la nuit des temps, depuis qu'on se fait la guerre. Et les soviétiques, à la fin de la Première Guerre mondiale, ont introduit un 3e art, qui est l'art opératif, pour débloquer le problème posé par la Grande Guerre au niveau de l'immobilité des combats et des tranchées. C'est un de leurs officiers qui avait participé à la guerre russo-japonaise, qui était déjà colonel à ce moment-là, qui s'appelle Alexandre Zvietchine, qui est le penseur de cette nouvelle forme de guerre. Alors mon collègue Benoît Billon, qui a beaucoup écrit sur cette question, utilise une comparaison que je trouve intéressante. La stratégie, c'est le cavalier, la tactique, c'est le cheval, l'art opératif, c'est le harnachement qui permet au cavalier de faire avancer le cheval dans la direction qu'il souhaite. Si vous n'avez pas d'art opératif, vous pouvez encore une fois avoir
de bons chefs, de bons stratèges, vous pouvez avoir de bons matériels pour mener la tactique et la bataille, mais si vous ne combinez pas les deux avec l'art opératif, vous n'aboutissez pas. C'est le grand problème de la Wehrmacht tout au long de la guerre, c'est le problème, donc on l'a dit, des Anglo-Américains, et ça reste encore aujourd'hui une spécificité non plus soviétique, mais russe. Donc on va revenir sur leur déroulement et sur le bilan de ces opérations. Alors la première opération, qui est la plus importante, qui s'appelle Bagration. Alors Bagration, c'est un prince de l'époque napoléonienne, qui faisait partie des vainqueurs de Napoléon Ier en 1812. Et donc Staline a donné ce nom, a validé ce nom à l'opération de libération numéro 1, qui commence le 22 juin 1944, au 3e anniversaire de l'invasion allemande. Pour marquer symboliquement les choses, les premiers combats se déroulent le 22 juin et l'opération va se terminer le 19 août. Donc son objectif, il est double. Géographiquement, donc la libération de toute la Biélorussie et la destruction du groupe armé centre allemand, qui est le groupe d'armée qui est le moins exposé aux grandes opérations menées par la Wehrmacht depuis 1942, puisque la majorité des combats sont ceux menés par les groupes armée sud, Ukraine, Nord-Ukraine, dans les parties où la météo est la plus favorable pour mener des grandes opérations. Le groupe d'armée centre, en fait, il est immobilisé depuis la fin 41 dans le secteur de Moscou. Et donc, on a prélevé des hommes depuis le début de la guerre pour les mettre au sud, mais il n'a pas été frappé par des opérations de contre-attaque majeures, sinon l'opération Mars en 1942, qui a été un échec sanglant pour l'armée rouge. Donc pour parvenir à ça, l'armée rouge a rassemblé donc un peu plus d'1,5 million d'hommes, elle en engagera 2 millions au total, presque 4000 chars, presque 2000 avions, 32 000 pièces d'artillerie, enfin des chiffres gigantesques, presque 8000 avions, et face à elle, on a environ donc 487 000 Allemands. Les effectifs seront doublés, et par contre, on le voit, il y a un grand déficit en blindés, on est sur 118 Panzer et 452 canons d'assaut, 10 fois moins de pièces d'artillerie, quasiment un rapport de force de 1 contre 8 en aviation. Et donc, bien évidemment, cette opération va être un succès colossal, parce que géographiquement, toute la Biélorussie va être libérée. C'est d'ailleurs à cette occasion que les Soviétiques vont commencer à prendre, pour ceux qui ne venaient pas des territoires occidentaux de l'URSS, vont commencer à prendre en considération ce que l'armée allemande a fait pendant les 3 années précédentes. Nous, on est à commémorer un Oradour-sur-Glane. La Biélorussie, toute seule, a vu 117 de ces villages rayés de la carte par la Wehrmacht dans les mêmes conditions qu'Oradour-sur-Glane, à une exception près. Le front était à quelques centaines de kilomètres, c'est-à-dire que c'est pendant toute la période d'occupation de la Biélorussie que la Wehrmacht s'est adonnée à cette destruction des villages et des populations, de la même manière qu'Oradour, c'est-à-dire globalement en brûlant les gens dans les édifices publics après les avoir rassemblés. Donc là, l'armée rouge commence aussi, pour les combattants qui viennent d'autres républiques, à prendre la mesure de ce qu'a été l'occupation allemande. Donc la Biélorussie est libérée et le groupe d'armée centre est détruit. C'est encore aujourd'hui, pour l'année 1944, considéré comme la plus grande défaite de l'armée allemande à ce moment-là de la guerre. On pourra considérer qu'en 1945, il y aura encore des défaites plus importantes, mais là, à ce moment-là de la guerre, c'est la défaite la plus importante et aussi la plus humiliante, puisqu'on va avoir plus de 260 000 prisonniers qui seront faits, dont de nombreux officiers généraux. Il y en a certains qui ont été même tués au combat, puisque leurs unités, leurs postes de commandement, le centre névralgique dont je parlais tout à l'heure, ont été submergés, bien que se trouvant à des dizaines de kilomètres du front. Les Soviétiques ont réussi des percées spectaculaires, ils leur sont tombés dessus et ils ont détruit ces centres de commandement, ce qui a fragilisé tout l'édifice. Et donc à la fin, on est sur environ 400 000 pertes, avec 27 divisions allemandes qui sont hors de combat, et une avancée de plusieurs centaines de kilomètres pour l'armée rouge. Et donc la libération de la République socialiste de Biélorussie.
Donc là, vous avez un petit rappel au niveau de la carte. Donc la zone concernée, c'est la zone qui est au nord, autour de Minsk. Alors la seule chose qui va rester aux Allemands, c'est le balcon sur les pays baltes en Courlande, mais tout le reste au nord des marais du Pripet, qu'on voit au centre de la carte, tout va être récupéré. Et puisque les Soviétiques donc, ont compris qu'une seule opération était insuffisante, ils lancent simultanément, enfin plutôt concomitamment, une autre opération qui, donc elle s'appelle l'Ov Sandomiersk, qui elle donc va viser la partie sud de ce qui a été indiqué en bleu là sur la carte, qui elle commence le 13 juillet et qui vise à libérer tout ce qui reste à libérer du territoire ukrainien. Donc là encore, on est sur un engagement de plus d'1 million d'hommes, presque 2000 chars, des moyens qui sont colossaux. Généralement, il ne faut pas s'arrêter au nombre. Un attaquant, selon la terminologie militaire classique, doit être un rapport de force de 3 contre 1 pour obtenir le succès de ses armes. Donc les Soviétiques attaquent en moyenne à 3 contre 1 pour parvenir à leur fin. Les moyens engagés en termes de blindés sont là encore colossaux, l'artillerie, et surtout, là ce qui fait, là où les Soviétiques sont très forts, c'est qu'ils concentrent ces moyens-là sur un front qui fait 25 km de large. C'est-à-dire le front d'une division, normalement, ils vont y concentrer ce qu'ils appellent, eux, un théâtre d'opération qui regroupe plusieurs armées. Et donc là, ils vont passer sur le corps des Allemands. Il va y avoir des encerclements spectaculaires, notamment à Brody, où en quelques 48 heures, il y a 40 000 Allemands qui sont encerclés. Donc les pertes, là encore, sont très importantes. En plus, il y a des unités hongroises qui font partie du dispositif défensif. Je rappelle que la Hongrie, à l'époque, fait partie de l'Axe, comme on le mentionnait tout à l'heure pour l'Italie. Et donc, on va avoir, là encore, 140 000 hommes ou plus qui sont mis hors de combat, 350 panzers et canons d'assaut. Bref, c'est un succès complet pour les Soviétiques. Et je vais devancer vos questions. La combinaison de cette offensive avec Bagration va amener l'armée rouge à la fin de son avancée, alors que ces lignes logistiques sont donc les plus étirées. La progression maximale des troupes soviétiques au cours de ces deux opérations combinées, c'est 600 km vers l'avant. Et au bout de ces 600 km, il y a Varsovie. Et quand vous êtes à 600 km de vos bases de départ, et que vous avez donc votre logistique qui doit vous suivre, il faut le souligner, cette logistique est assurée grâce à l'apport des camions américains qui viennent en Union soviétique depuis 1942 à peu près. Et les soviétiques reconnaîtront toujours que cette avancée a pu se faire au niveau de leur logistique grâce aux camions américains. Ils le soulignent dès 1945. Quand vous êtes au bout de cette course en avant qui a duré 3 semaines, vous arrivez devant Varsovie, vous devez vous réorganiser, vous devez ramener vos trains logistiques, vous devez acheminer des renforts, vous devez consolider vos positions. Si la résistance intérieure polonaise décide de faire un soulèvement pour libérer Varsovie et qu'entre elle et vous, il y a la Vistule à franchir, vous n'avez pas les moyens de franchir la Vistule pour l'aider. Le gouvernement polonais en exil, désobéissant aux recommandations de Winston Churchill, pas celles de Staline, a décidé coûte que coûte de déclencher le 1er août 1944 l'insurrection de Varsovie. Sans aucune chance de succès militaire et surtout sans aucune chance de succès des armes soviétiques pour les secourir. Surtout que, autour de la fin juillet, début août 1944, justement, il y a 2 corps blindés mécanisés soviétiques qui se sont trop avancés vers Varsovie. Les Allemands vont leur infliger une sanglante défaite tactique. Alors le gouvernement polonais dit à Staline, si, faites quelque chose, vous avez d'autres moyens qui sont prévus ailleurs, peut-être, vous avez des renforts. Détournez-les pour nous aider. Staline dit oui, mais vous reconnaissez, le gouvernement en exil polonais à Lublin, d'obédience communiste, et là, je vais détourner les moyens de cette opération qui est prévue pour le 20 août
à l'extrême sud de l'Ukraine, je les mets à disposition et j'attaque Varsovie. Bien évidemment, le gouvernement polonais en exil à Londres, qui est libéral, qui est pro-américain, pro-britannique, refuse la proposition de Staline. Donc Staline, vous imaginez bien, l'opération Yassy-Kishinev démarre le 20 août. Elle regroupe plus d'1 300 000 soldats. On ne peut pas les déplacer sur un claquement de doigts, sur un caprice politique comme ça. Donc les négociations entre le gouvernement polonais en exil et Staline se jouent autour du 10-15 août 1944. Il n'y a pas d'accord. Ces troupes-là restent dans le sud de l'Ukraine, à des centaines de kilomètres de la Pologne et de Varsovie, et attaqueront comme prévu par le plan qui a été établi par les soviétiques depuis le printemps 1944. Et malheureusement, on sait ce qui adviendra de l'insurrection polonaise. Elle sera écrasée dans le sang d'une manière abjecte, à la fois par les SS, mais aussi par la Wehrmacht. Parce que ça encore, on est toujours là, on dira les Waffen-SS, ceci, etc. Ils n'étaient pas seuls dans Varsovie. De simples soldats allemands de la Wehrmacht ont commis des crimes ignobles contre l'insurrection polonaise à Varsovie. Mais cette insurrection a été écrasée non pas parce que Staline a voulu qu'elle soit écrasée, mais parce qu'elle a décidé toute seule de faire cavalier seul, et j'insiste bien, malgré les recommandations de Winston Churchill, qui, comme vous le savez, n'était pas un grand ami de Joseph Staline. Donc le 20 août se déclenche la troisième grande opération géante. Donc vous voyez, hein, les Anglo-Américains, ils sont à peine en train de sortir de la tête de pont en Normandie. Les Soviétiques, eux, ils sont déjà en train de mener la troisième grande opération géante, qui au départ doit libérer la Bessarabie, qui est la Moldavie actuelle, dont on entend des fois parler avec la Transnistrie aujourd'hui aux actualités. Là, le gros des forces de l'Axe, c'est les Roumains, hein, qui sont plus d'1 million sur le terrain, parce que là encore, les gens ne comprennent pas très bien pourquoi, après Yalta, les Soviétiques ont voulu mettre tous ces pays, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, sous leur coupe. Là, parce que eux, ils n'avaient pas oublié que tous ces gens-là étaient venus agresser l'Union soviétique en 1941. Ils n'avaient pas envie qu'ils recommencent. Staline avait beaucoup de défauts, mais il y en avait un qu'il n'avait pas, c'est qu'il avait une très grande mémoire. Il avait du mal à oublier. Et donc, il n'y a que 250 000 Allemands qui sont présents. Et alors là, il va y avoir un objectif qui n'était pas prévu, qui est majeur, qui va être réalisé par les forces soviétiques, c'est que on va avoir un encerclement de la 6e armée allemande. La 6e armée allemande, déjà détruite une fois à Stalingrad. Comme je dis, alors là, c'est ma petite anecdote personnelle, c'est bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à pas défiler dans Paris le 14 juin 1940 avec autant de morgue. Elle a été détruite 3 fois. Elle sera encore détruite une 3e fois avant la fin du conflit. Donc on a 106 000 prisonniers allemands qui sont faits. Donc c'est en plus à travers une manœuvre de double encerclement selon le modèle le plus pur de la tradition prussienne. Et surtout, ce que ça va provoquer sur le plan politique, et ça, c'était pas prévu par les planificateurs soviétiques au départ, c'est que la Roumanie change de camp. C'est-à-dire qu'en 3 jours, la Roumanie décide de rejoindre le camp soviétique. Et l'armée, et donc dans les pertes cumulées de cette opération, à la fin, vous avez des soldats roumains qui se battent contre des soldats allemands et qui sont tués par des soldats allemands. Et donc vous avez un État complet qui ouvre ses portes à l'armée rouge. Ce qui fait que l'armée rouge va se retrouver aux portes de la Hongrie beaucoup plus rapidement que prévu, et non pas par la voie des Carpates, qui est compliquée à franchir, mais par le biais de la plaine du Dniester. Voilà la carte de ces opérations, parce que c'est une région qu'on ne connaît pas beaucoup aujourd'hui, et donc Kishinev, c'est Chisinau aujourd'hui, c'est la capitale moldave aujourd'hui, mais ça c'est l'appellation, puisque à l'époque c'était un territoire soviétique, c'est l'appellation soviétique aujourd'hui. Enfin, à l'époque, pardon. Voilà, donc la conclusion de l'ensemble de ces opérations, c'est qu'à la fin de l'été 1944, c'est la fin de partie pour l'armée allemande. La Wehrmacht est détruite. Alors elle va lancer 2 grandes opérations à la fin 44 pour l'une dans les Ardennes et puis début 45 en Hongrie pour l'autre. Mais c'est des opérations de la dernière chance ont été lancées par Hitler dans sa vision complètement folle du conflit, mais qui n'ont plus aucune chance de renverser le cours des opérations.
Donc là, je vous ai mis le rapport des pertes, hein, donc à l'ouest, presque 1,5 million d'hommes, et à l'est, presque 1 million d'hommes, et donc 4000 blindés détruits. Alors même si l'année 44 est la plus faste pour l'économie de guerre allemande, où le renouvellement des matériels se fait, le problème c'est que quand vous avez perdu, alors là on change, vous avez toujours des très bons chars, vous avez de moins en moins d'essence, parce que, oui, le basculement de la Roumanie, qu'est-ce que ça signifie pour le Reich? Plus d'accès aux champs pétrolifères roumains de Ploesti. Donc c'est près de la moitié des ressources pétrolières de l'Allemagne nazie qui s'effondrent. Donc vous avez encore des bons chars, mais avec ces pertes-là, vous n'avez plus les équipages expérimentés que vous aviez depuis le début de la guerre, et ensuite, vous n'avez plus d'essence pour les faire rouler. Donc fin de partie pour l'armée allemande. Et donc, dans l'ensemble de ces opérations, c'est les soviétiques qui ont manifesté le plus grand savoir-faire et qui ont obtenu les gains les plus importants. Alors, grâce au débarquement allié, parce que comme on l'a vu, et c'est là que les gens qui disent « Ah ben non, c'est l'armée rouge, ah ben non, c'est les alliés », c'est la combinaison des opérations sur les deux fronts, c'est la stratégie continentale qui a été mise en œuvre qui a obtenu la victoire, et dans cette victoire, effectivement, l'armée rouge a quand même joué le rôle principal en libérant l'équivalent de 3 pays et en se projetant sur un front de quasiment 1200 km de long sur des distances qui vont donc jusqu'à 500 km dans la profondeur adverse. Voilà ce qu'on peut dire. Et donc, à la fin, c'est bien hein, ce qui avait été décidé à Téhéran qui a permis aux Alliés de l'emporter. Et ensuite, donc, tout ce qui se passe, c'est des combats retardateurs qui sont liés à la folie d'Adolf Hitler, hein, puisqu'on sait que la majorité de ses officiers étaient contre l'offensive des Ardennes, étaient contre les offensives en Hongrie en 1945, et que ça n'a amené que des morts supplémentaires pour l'armée allemande, et que ça n'a rien changé au cours de la guerre. Et en 1945, les soviétiques relanceront des opérations encore plus importantes à partir du 12 janvier 1945, qui porteront le coup mortel décisif à la Wehrmacht.